Madame, Monsieur, bonjour, et c'est avec un plaisir tout à fait renouvelé que nous vous retrouvons ce matin pour cette édition de Cannes au quotidien. Comment se portent vos lions, nos lions indomptables, à 2 jours seulement de leur demi-finale? On va aller à la tanière pour prendre le pouls. Et nous allons également regarder les images du vestiaire des Lions après leur qualification. Tout dernièrement, n'est-ce pas, au stade de Japoma, et Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, est allé leur porter un message d'encouragement, un message pour que les demi-finales qui se joueront dans 2 jours contre les pharaons d'Égypte se passent plutôt bien. Alors sur ce plateau, nous allons vous présenter les invités de ce matin. Ils sont des invités, n'est-ce pas, habituels. D'abord, Jean-Paul Akono, bonjour. Bonjour Emmanuel Jonas-Kana, bonjour à tous les téléspectateurs internautes qui le suivent de par le monde entier. Bonjour aux techniciens grâce auxquels, n'est-ce pas, nous sommes vus un peu de partout. Bonjour Casimir Mangué. Merci Emmanuel, bonjour. Bonjour à mon père spirituel Jean-Paul Akono. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe technique qui nous accompagne chaque jour. Alors, j'ai remarqué que vous savez nouer des cravates, hein. C'est vraiment des cravates de nous, hein. Voilà, le coach Casimir, alors, quel est votre secret? Ben, écoutez, je puisse vous avouer que je suis un ignorant en termes du dénouement de cravate. C'est ma merveilleuse épouse. Oh, mais vous avez une chance inouïe. Ouais, d'ailleurs, qui fait souvent les choix des cravates. C'est elle qui les noue. Ça, je puisse vous avouer. Moi, j'ai été habitué à mon maillot, à mon survêtement, à ma paire de tennis pour les entraînements. Et jamais un jour, j'ai su comment nouer une cravate jusqu'à ce jour. Et comment s'appelle cette façon de nouer? Parce qu'il y a des nœuds américains, il y a des nœuds français, il y a, je sais pas hein, si elle maîtrise cette typologie des nœuds. Certainement. Avec un peu de recul, je crois que je m'y investirai à apprendre davantage parce que c'est quand même normal qu'un homme sache comment on noue une cravate. Voilà. Alors, nous allons également accueillir sur ce plateau quelqu'un qui nous aura manqué hier, parce que très pris dans les tâches professionnelles, c'était lui qui était, n'est-ce pas, à la manette de la réalisation hier. Il s'agit du patron des sports à Bings One, Franck Beck. Franck, bonjour. Bonjour Emmanuel, heureux de vous retrouver après cette émission chaude hier. Vous savez, j'étais pas très loin, ça chauffait vraiment. Non, c'était très électrique l'émission d'hier et les téléspectateurs ainsi que les internautes ont beaucoup apprécié. Bonjour à Casimir, bonjour au coach Jean-Paul Akono, bonjour à nos millions de téléspectateurs internautes, bonjour à la grosse équipe technique qui a vraiment un travail de sape. J'ai aimé toutes ces images hier, lorsqu'on y avait la discussion sur le penalty, les images arrêtées, ainsi de suite. J'espère qu'on fera encore notre travail aujourd'hui. Ça c'est vrai, alors je fais aussi un clin d'œil à cette équipe technique qui hier aura été vraiment fantastique. Alors, Franck Beck, nous commençons avec la tanière des Lions. Oui. Il faut dire que les Lions se sont entraînés hier et que dans la tanière, dans le vestiaire, l'ambiance est plutôt bon enfant. Exactement, il faut dire qu'à l'issue de la rencontre Cameroun-Gambie, on pouvait s'y attendre, les Camerounais étaient en joie, ils ont une visite de choix. Quelqu'un qui est déjà là quasiment tous les jours, on peut comprendre, non seulement il est président de la Fédération camerounaise de football, c'est un ancien lion indomptable, recordman des buts en Coupe d'Afrique des Nations. Lorsqu'il vient, c'est pour diffuser la bonne humeur. Je n'en dirai pas plus, Emmanuel. Voilà, on va donc voir le président de la Fédération camerounaise de football dans le vestiaire des Lions après leur qualification pour les demi-finales. Mais bon, ce n'est pas une polémique, hein. Mais j'ai comme l'impression que le patron des sports ministériels commence à discuter, n'est-ce pas? Pas discuter, hein. Il y a comme une sorte de rivalité au niveau des vestiaires. Quand les Lions ont fini, c'est le ministre des Sports qui descend rapidement au niveau des vestiaires. Et puis, bon, Samuel est à côté, attend très sagement son tour d'intervention. Non, moi je trouve qu'il s'est un peu plus discipliné.
personnellement, je trouve qu'il ne se marche pas dessus. Vous savez, à l'époque, il y avait souvent des délégations interminables de 10 personnes qui entraient, discours après discours, discours après discours, c'était interminable. Très souvent, vous l'avez toujours suivi, Eto'o dit toujours, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Il introduit toujours par ce mot, parce qu'il sait que même après une victoire, donc on peut se dire, sont les réjouissances, on peut fêter jusqu'à demain. Non. Il sait que les joueurs ont besoin de concentration. Il dit, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Je me souviens même lorsqu'il était allé dans les vestiaires en compagnie de Roger Mila et de Rigobert Song, malgré le fait qu'ils étaient nombreux, il a toujours dit, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Il a donné la parole à Song, toutefois en jouant le rôle je sais pas, celui qui contrôlait l'horloge. Après la parole de Rigo, il a passé la parole à Rogers. Après lui-même, il a pris la parole de façon assez, je veux dire, très méthodique, et c'était pas assez long. Je dis, c'est une bonne chose. Même le ministre, non, il est dans son droit. C'est le patron de sport, c'est normal. Voilà. Vous savez, c'est lui qui, en termes des émoluments, c'est quand même lui qui débourse de quoi accompagner ses garçons. Et tout lui vient déjà en termes de... Lui, il a l'âme de gagneur qui doit insuffler à ces jeunes. Et en plus de ça, il apporte aussi ce surplus. Parce que les primes, faut le dire, que Eto'o donne à ces joueurs, ce ne sont pas des primes qui étaient prévues. Les primes ont été discutées avec l'État du Cameroun. Tout ce que la FECAFOOT donne, c'est un bonus. Et vraiment un bonus qui est en train de galvaniser ces jeunes lions indomptables. Et tout porte à croire que le chasse-mouche que l'ambassadeur Roger Mila avait remis au capitaine Aboubakar Vincent porte ses fruits, hein. Oui, c'est quand même un patriarche. Lui, voilà. Il sait que nous sommes des Bantous. Et il a certainement fait ce qu'il fallait. Il a remis à Aboubakar une force naturelle des Bantous. Une force ancestrale. Une force ancestrale. Oui. Et ce chasse-mousse, même le ministre des Sports régulièrement. Ah, le chien. Mais vous avez fait une introduction intéressante. Il faut quand même avouer que de façon hiérarchique, c'est le ministre des Sports qui doit être le premier à descendre dans le vestiaire. Je manquerai pas de coller un mot sur Samuel. Qui me surprend parce que nous qui l'avons eu tout petit, moi je l'ai eu à la Kadi Sport Academy à UCB à Douala, je ne pouvais pas m'imaginer que Samuel allait mûrir. Je dis qu'il a énormément mûri. L'attitude de Samuel me surprend. C'est pas comme ça que j'ai connu Samuel tout petit. Donc c'est quelqu'un qui... C'est un exemple. C'est un exemple d'humilité à nul autre pareil. Parce que son seul nom fait vibrer. Le passage de Samuel, c'est comme un vent. C'est-à-dire que c'est sensible. Et sa posture maintenant vis-à-vis de ses cadets, je le vois même souvent trembler à la tribune lorsque les Lions jouent. C'est-à-dire qu'il brûle d'émotion. Il se dit, qu'est-ce que mes petits vont faire? Est-ce que il est très à l'aise avec eux. Et comme c'est une génération un peu rapprochée à celle qui joue, le courant passe bien. Et c'est normal que, aussi par respect, et ça, Samuel, c'est là où il m'a beaucoup étonné. Samuel a déjà un respect que je ne m'imaginais pas. Il essaie de respecter ses aînés, à savoir Roger et le ministre des Sports. Et vous avez bien fait d'introduire cela. C'est un problème de chronologie de respect. C'est-à-dire que le ministre arrive, Samuel, lui, il peut être avec les Lions tous les jours, mais le ministre ne peut pas être avec les Lions tous les jours. Ça c'est vrai. Alors, Magnos, il y a aussi le fait que Samuel sait célébrer les buts des Lions. Alors, on le voit dans une attitude complètement dérangée. Oui. Il ne s'est pas encore débarrassé de sa posture de footballeur. Je crois que ça ne fait que 2 ans ou 3 ans qu'il ne chausse plus les godasses. Vous savez, quand on a été un footballeur de son rang, vraiment au niveau mondial, c'est difficile. Il vient donc se retrouver, n'est-ce pas, à côté de ces joueurs, à côté du milieu du sport, vraiment pour ne pas être complètement déphasé et ceci pouvant lui entraîner, n'est-ce pas, une sorte de repli en soi et non. Il a toujours été avec les joueurs, il a toujours respiré football. Plus de 20 ans de football, ce n'est pas rien.
Emmanuel Jonas. Oui, parce que certains estiment qu'avec son statut de président de la FECAFOOT, il devrait canaliser ses attitudes. Vous voyez même qu'il essaye justement de ménager cela. Mais il n'arrive pas encore parce que pour lui, c'est le football, c'est les joueurs. Et il y a aussi, Jean-Paul, la fibre patriotique qui l'anime. Incontestablement, ça a toujours été l'ADN de Samuel Eto'o. Vraiment l'ADN. Maintenant, quant à la préséance au niveau des vestiaires, non. Je crois que tout le monde l'a dit ici. Vous savez, le ministre est la tutelle, n'est-ce pas, de tous les sports. Tout à fait. Donc, quand il doit arriver quelque part, même si les autres sont élus, et lui parfois nommés, mais n'empêche qu'il soit la tutelle. C'est les textes qui le veulent ici. Donc, les autres se mettent un peu de côté. Le patron parle et ensuite les autres peuvent parler après. Et Eto'o, que je connais très bien, est très respectueux de la hiérarchie même des normes. Donc quand vous parlez de Roger Mila avec son machin, il a un respect vraiment vis-à-vis de ces personnalités-là, tel que non, quand ils sont là, il se fait tout petit. Mais attention, il ne faut jamais quoique c'est trop plein de respect, cette humilité, c'est sa faiblesse. Ah non, là, vous reconnaîtrez un Eto'o, vraiment qui vous montrera que... Un autre visage. Et d'où sa véritable personnalité. Sa véritable personnalité. Donc, moi je pense que avec les joueurs, ils se sentent beaucoup plus à l'aise, et vous voyez aussi que les joueurs sont beaucoup plus à l'aise avec lui, parce que ça parle le langage qu'ils comprennent. Ça parle le langage qu'ils comprennent. Il y a des images qui parlent, Jean-Paul. Quand vous regardez les images à la télévision, le ministre ne peut pas embrasser les joueurs. Voilà. Mais vous voyez avec quelle émotion lui il embrasse les joueurs. C'est-à-dire qu'il s'oublie. D'ailleurs, quand il embrasse les joueurs, il ne se reconnaît plus en président. C'est un supporter des Lions. Voilà, on va donc apprécier l'attitude du président de la FECAFOOT dans le vestiaire des Lions après la qualification pour les demi-finales. Une base pour nous pour les prochains matchs. Maintenant, nous faisons le focus. Le plus important, nous, on va arriver au sommet. Le 6 et après le reste, on le met ça entre vos bras et on va. Très cher Lion, félicitations. Félicitations. Merci. Et félicitations. Pas seulement pour la victoire, mais l'attitude était incroyable. Incroyable. Je vous ai dit hier à l'entraînement, en vous regardant, je savais qu'on était dans ce match. On était vraiment dans ce match. Il faut le revoir. C'était tellement beau. C'était tellement beau. Mais on a un objectif. Notre prochaine finale arrive. C'est jeudi. Notre prochaine finale, c'est jeudi, les gars. C'est jeudi. Non, jeudi. C'est jeudi, les gars. C'est jeudi. Je vous prie de vous reposer, les gars. De vous reposer. Vous avez tellement donné et vous êtes là. La lumière, elle est là. Elle est là, les gars. Elle est là. Mais vous avez encore une marche à franchir. Une marche à franchir. Les gars, tout ce que vous avez fait, vous devez concrétiser ça jeudi. Jeudi, les gars. Avec la même mentalité. Préparez-vous parce que ça sera la guerre. La guerre, les gars. C'est comme ça que vous devez aborder ce match. La guerre. Vous ne pouvez pas laisser l'occasion que vous avez pour voir cette lumière. Impossible, les gars. Impossible. Il y a eu quelques couacs,
Mais dès tout à l'heure, je vais commencer à mettre la pression sur nos parents. Les lions doivent être servis en premier. Vous êtes ce qu'il y a de plus beau. Vous devez être servis en premier. Car c'est grâce à vous que nous nous retrouvons dans cette salle. Si vous n'êtes pas là, personne ne vient. Donc certaines petites choses qui ne fonctionnent pas bien doivent bien fonctionner pour le prochain match. Vos familles doivent être servies en premier. Vous devez être servis en premier. C'est comme ça le football, les gars. Et vous allez décider, j'ai dit 50 millions, mais je vais voir avec mon comité exécutif ce qu'on a dans les caisses, car vous faites un geste pour nos frères qui sont venus à Olymbe vous témoigner tout leur amour, qui ne sont plus avec nous, mais qui nous regardent. Mais demain, ou lundi ou plus tard, toutes ces familles seront reçues et on donnera ce que vous avez voulu qu'on donne. Et le reste ira dans vos comptes. Merci. C'est mercredi finalement. Mercredi finalement, un jour à moins, dans les gars. Le repos est très important. Le repos est très important. Coach, je n'ai pas de mots pour vous dire merci. Je n'ai pas de mots pour vous dire merci, les gars. Coach, vous direz au coach, je n'ai pas de mots pour vous dire merci. Samuel Eto'o-Fils. Alors, Jean-Paul Akono, on voit encore Samuel dans une autre posture. Hein? Vraiment, c'est... Sauf qu'il n'a pas le maillot, il n'a pas les godasses, il n'a pas... Mais il leur a parlé comme si il portait justement leur tenue et comme s'il en était le capitaine. Oui. Vous voyez, c'est là, c'est ce discours que les joueurs retiennent, que les joueurs vraiment mettent dans leur tête et se préparent pour, comme il l'a dit, pour la seconde finale qui aura lieu jeudi. Donc, vraiment, c'est clair, c'est clair, vous voyez, et c'est pour cela que, bon, le politique viendra faire sa part de discours qui est un peu orienté toujours une petite mise en scène vers la politique. Par contre, le technicien, le président technicien viendra parler football, ce que les joueurs retiennent beaucoup plus. Et il n'y a rien de motivant et rien d'une sublimité vraiment qui touche le cœur n'est-ce pas, des footballeurs. Donc, oui, il ne pouvait tenir que ça. Et puis, vous voyez, ce n'est pas long. Et puis, les joueurs retiennent. Alors, un discours pas long, comme dit Jean-Paul Akono, un discours dénué de fioriture. Alors, j'ai vu une dimension pédagogique dans l'attitude de Samuel Eto'o, Casemir. Il avait le discours du vestiaire. Lui, il avait le discours... Qui est toujours pédagogique. Oui, mais bien sûr. Si vous n'avez pas les approches pédagogiques y afférentes, vous pouvez déstabiliser le groupe. Lui, il est resté dans la perspective de la motivation et de l'humilité. Parce qu'il dit, il n'y a pas de mots pour le dire. Mais ça, il ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut dire. Le merci est immense. Sa satisfaction est immense. C'est l'attitude du vestiaire qui m'a beaucoup marqué. Ça, c'est l'attitude vraiment de l'entraîneur, du capitaine, du leader dans les vestiaires. Vous voyez quelle énergie il dégage. Et ce qui m'a marqué, c'est son attachement aux incidents qui ont eu lieu à Olymbe. Comment est-ce qu'il faudrait se rapprocher des familles? Parce que le mot qu'il dit, Samuel, c'est que ceux qui ne sont pas là nous regardent. C'est-à-dire que c'est les décédés. Et ça, c'est une partie de Samuel. C'est quelqu'un qui est très attaché à l'être humain. Et moi, je suis satisfait de sa posture. C'est certainement ça qui galvanise aussi les joueurs. Et Magnus le disait. Il rappelle aux gars qu'il y a encore une finale. Parce qu'il y avait 3 finales. On a déjà joué une. Il restait 2. La prochaine finale, il faut bien se reposer. Et quand il fait également appel aux familles, il dit, vous devez être les premiers à être servis. Vos familles également. Parce qu'il a été ailleurs.
On voit ailleurs comment les familles des joueurs sont prises en considération avant une rencontre. Mais Dieu seul sait si en Afrique nous avons cette culture. Mais lui, il sait que quand Emmanuel Jonas Kana est joueur des Lions indomptables, sa famille doit être prise au sérieux. Et c'est pour ça que j'ai été très fier quand il a dit vos familles doivent être les premières à être servies. Parce que sans ces familles, les joueurs manquent parfois de motivation. Et c'est important de le rappeler. Alors maintenant, on va suivre la réaction de l'entraîneur des Lions indomptables, Conceição, par rapport à la victoire pour les demi-finales. Aujourd'hui, on est de Douala et votre équipe. Déjà, comment est-ce que vous avez trouvé le public de Douala? C'est vrai que nous, à Douala, on se sent à la maison. À chaque fois qu'on a joué à Douala, on a senti de l'amour du public, un public enthousiaste qui aime le football, qui appuie les garçons de la première à la dernière minute. Donc nous, pour nous, on est très contents de cette ferveur qui existe autour de l'équipe à Douala. Et c'est vrai qu'aussi à Yaoundé, on ressent principalement Stade Olembe avec l'ampleur du stade. On ressent aussi cette ferveur qui tourne autour du public, l'envie du public d'être vraiment le 12e homme. Et pour nous, c'est un facteur plus. Pour nous, on en a besoin. Donc on est très fiers d'avoir ces supporters-là. Vous pouvez dire aujourd'hui que le match de votre équipe contre la Gambie est le match le plus abouti du Cameroun à cette Coupe d'Afrique des Nations. O jogo com a Gâmbia foi, de facto, do ponto de vista técnico-tático e de atitude competitiva por parte. Moi, je suis content depuis le début de la compétition. Je suis content de l'équipe. Le fait est, c'est que sur ce dernier match, on a vraiment eu une attitude compétitive. Les garçons ont été exemplaires. Ils ont bien suivi le plan de jeu et la stratégie donnée. Donc moi, je suis fier d'eux et on continue sur cette lancée pour pouvoir atteindre notre objectif. Votre adversaire des demi-finales est connu, c'est l'Égypte. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette équipe? Et est-ce que vous pensez que votre équipe peut passer cette étape pour aller en finale? Bom, é o nosso próximo adversário. Qui gagnera passe para a finale. L'adversaire qui suit, c'est l'Égypte. Au jour d'aujourd'hui, au niveau du palmarès, c'est l'équipe qui est le plus titrée du continent africain. Nous, on est juste derrière, donc on a l'ambition de réduire cet écart-là. On sait ce que la force de l'Égypte, mais moi, ce qui me préoccupe, c'est principalement mon équipe, comme je l'ai toujours fait depuis le début. On espère et on est confiant que les garçons soient avec la même attitude compétitive et les mêmes ambitions pour pouvoir atteindre la finale, l'objectif qu'on s'est lancé depuis le début. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, coach, que vous avez trouvé votre équipe? Non, nós temos Alors comme ça fait plus de 2 ans et demi qu'on est là, vous pouvez constater qu'on a une base solide, un squelette solide de 17-18 joueurs sur qui j'ai énormément confiance. On essaie de complémenter avec d'autres caractéristiques et doter des joueurs qui ont un état d'esprit et une envie de gagner tout simplement. Moi je suis très content du groupe que j'ai, on a 28 joueurs sur lesquels j'ai totalement confiance. C'est un fruit d'un énorme travail d'observation et d'analyse depuis au niveau sportif et au niveau aussi extra-sportif pour qu'on puisse avoir le groupe en maximum de force. Le fait est que par moment on manque un petit peu de concentration, c'est vrai. Rester enfermé plus de 30 jours ici, loin des routines, loin de la famille, c'est pas facile. On arrive sur la dernière ligne droite, les garçons sont focus pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là qu'on s'est lancé depuis le début. Alors, Frampek, Conceição est dans la confiance totale pour la suite de la compétition. Ça peut se comprendre. Il a quand même, dans ce dernier carré, des 4 équipes encore en lice, il est la seule équipe à avoir une moyenne de buts de plus de 2 buts par match. Le Cameroun a inscrit 11 buts en 5 rencontres, d'une moyenne supérieure quand même à 2 buts par match. Lorsqu'on regarde partout, personne ne le fait. L'Égypte qu'on va affronter n'a inscrit que 4 buts, soit un peu moins d'1 but par match. C'est vrai aussi que l'Égypte pourra vous dire qu'elle n'a encaissé que 2 buts, ce qui fait aussi une défense assez solide. Le Cameroun est invaincu jusqu'à ce niveau
de la compétition. Il n'y a que le Cameroun et le Sénégal qui sont invaincus. Mais toutefois, le Cameroun a quand même terminé sa phase de groupe avec 7 points. Le Sénégal, c'était 5 points. Pour dire, si on reste là, sur le papier, le Cameroun, pour l'heure, est la meilleure équipe de la CAN encore en course. Autre motif de satisfaction, c'est quand même le dernier rendez-vous entre ces deux équipes, le grand rendez-vous, c'était la finale de la CAN 2017, remportée par le Cameroun. On se souvient du contexte, ouverture du score égyptien, égalisation de Nicolas Nkoulou, un but exceptionnel de Vincent Aboubakar. Même si, lorsqu'on regarde quand même toutes les confrontations, l'Égypte est au-dessus du Cameroun. En 24 confrontations, l'Égypte a quand même remporté un peu plus, mais uniquement en CAN, il faut dire que l'Égypte, je vais dire, le Cameroun et l'Égypte, c'est 50-50. Pour parler de Conceição, il est confiant, il a une équipe joueuse, il a notamment aussi un public qui le soutient. Vous avez suivi lorsqu'il a dit qu'il s'est senti à Japoma comme chez lui et à Olembe. Il se sent un peu plus comme chez lui et il aura la chance ce jeudi de jouer à Olembe. Alors, on va maintenant aller sur le terrain pour voir comment les Lions indomptables se sont entraînés. Hier, c'était toujours dans une très bonne ambiance. Sûrement. Oui, c'est vrai, peut-être avec ces belles images depuis le Cameroun dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est d'avoir ces stades, ces terrains d'entraînement au sein même de sa base. Vous savez, c'est ça la beauté du lieu où loge les Camerounais, parce que à l'époque, il fallait quitter l'hôtel pour aller s'entraîner dans un centre. Mais le Cameroun a bien pu bénéficier des infrastructures XXL, ça veut dire des infrastructures qui disposent des terrains d'entraînement à l'intérieur, des piscines à l'intérieur. Les Camerounais, c'est ça qui facilite même aussi leur, comment on appelle, leur bulle. Parce que quand on parle de Cameroun qui n'a pas les problèmes de Covid, on se pose souvent la question de savoir comment ils font pour rester dans une véritable bulle. Le secret, c'est qu'ils s'entraînent dans leur hôtel. Ils ont des véritables terrains d'entraînement là-bas. Des piscines n'ont pas besoin de sortir. Ils ne sortent que pour la conférence de presse et pour la traditionnelle petite séance d'entraînement d'avant-match. Mais ça se passe bien. Et en gros, il faut savoir, c'était un peu plus décrassage avec quelques petits gestes spécifiques. Là, je ne vais pas trop m'hasarder. Les coachs pourront nous dire ce qui a été travaillé. Mais en gros, ça dégage de la sérénité, de l'assurance. Une équipe qui vit bien ensemble, on sent qu'il n'y a pas de tension à vue d'œil, tout le monde prend son pied et surtout l'équipe se porte bien. Pour l'heure, aucun cas Covid déclaré jusqu'à l'heure. Alors, Jean-Paul Akono, à cette phase, n'est-ce pas, de compétition, alors vous qui avez toujours été dans cet environnement, quelles sont les phases, n'est-ce pas, d'entraînement? Qu'est-ce qu'on fait précisément à ce niveau? Ben, c'est des phases de récupération tout court. C'est des phases de récupération et de temps en temps des phases de vitesse, vraiment de vitesse. Mais sinon, ce n'est pas des séances d'entraînement en tant que tel. Bon, maintenant, si le sélectionneur a trouvé que peut-être dans tel secteur, dans tel plan de jeu, ça n'a pas marché, il peut revenir avec ces éléments, n'est-ce pas, leur dire que bon, ça n'a pas été ça dernièrement, voici ce que je veux. Donc vous voyez, c'est un peu des séances d'entraînement spécifiques. Sinon que là, ils n'ont plus besoin d'un travail physique intensif, foncier. Un travail herculien. Non. Là, tout simplement, c'est presque des jeux pour vraiment, comme on dit, faire un bon décrassage et réoxygéner vraiment, n'est-ce pas, le sang,
et pour accumuler beaucoup plus d'énergie. Alors, Casimir Mangué, il faut dire que là, il faut absolument un bon mental. Là, il faut travailler sur la psychologie des joueurs davantage. Bien sûr, ce sont des exercices intégrés. C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage, c'est beaucoup plus mental et tactique. Et quelques exercices d'amélioration sur le plan technique individuel. Donc, comme le disait Magnus, on ne met pas un accent sur le plan physique parce que on peut faire craquer un joueur. Les surcharges musculaires peuvent amener les garçons à manquer de lucidité dans certains gestes parce qu'il y a des charges musculaires. Donc c'est des exercices légers pour régénérer, comme le disait Magnus, et les entraîneurs mettent un accent sur le plan mental et tactique. Ce sont là les dominantes de ce genre de séances parce que en réalité ces garçons ont déjà, rien que les matchs sont déjà des séances physiques, et intégrer encore les séances physiques peut saturer le muscle et le muscle peut manquer de lucidité pour agir. Donc moi j'ai apprécié qu'ils aient commencé par des exercices de régénération, donc fait de courses de petite intensité mais qui peuvent durer un tout petit peu. Donc c'est important pour ce niveau de compétition pour que les garçons arrivent moins en difficulté sur le plan athlétique, parce que les matchs qui vont se suivre, ça je crois que on va peut-être y arriver. L'Égypte a fait 2 prolongations, ça aura un impact, ça il faut déjà le dire. Or le Cameroun n'est arrivé à aucune étape de prolongation. Voilà, c'est intéressant qu'ils aient commencé. Quand vous regardez les images, là ils sont entre 120 et 140 pulsations minutes en termes de données sur le plan. Là ce sont des exercices d'endurance capacité. Alors Yannick Efa, bonjour. Bonjour. Je vous accueille sur ce plateau avec ces images des Lions qui sont en train de dégraisser pour le match contre les Pharaons. Bonjour Emmanuel Jonas, bonjour aux 2 coachs, bonjour également à Franck, à nos téléspectateurs. C'est important surtout de les voir avec tous ces sourires du côté du complexe Mundi. Moi je pense effectivement que ça témoigne de l'ambiance bon enfant qui règne de ce côté-là. Et c'est un indicateur que le groupe vit bien. Il y a plein d'espoir effectivement quant à la suite. Il y a encore 2 marches, une demi-finale. S'il y a qualif, il y aura la finale également qu'il faudra gérer. Donc le travail qui se fait en ce moment, les 2 spécialistes sur le plateau l'ont dit, il n'est pas question effectivement qu'on puisse fatiguer les muscles et autres. Et c'est davantage là où il faudra beaucoup plus, je pense, travailler sur l'aspect psychologique. Maintenant, est-ce que les Lions véritablement ont un préparateur psychologique? Je pense pas, c'est-à-dire de manière officielle, mais quand même à l'intérieur, il y a des gens qui font ce travail. Le simple fait de voir le président de l'Africa Foot à tout moment dans ce groupe, que ce soit du côté du complexe Mundi, il y est souvent dans les séances d'entraînement de manière officielle, au niveau du stade annexe d'Olembe. À chaque séance, je crois bien que M. Eto'o Samuel ne manque aucune des séances d'entraînement des Lions indomptables, et qu'à la fin de chaque séance, il a toujours pris la parole pour tout au moins placer 1 ou 2 mots. Il n'est pas souvent long, effectivement, parce qu'il sait, ils n'ont pas besoin de surcharge même au niveau psychologique. C'est déjà intéressant, c'est déjà bien de le faire, et on l'a souvent vu dans les vestiaires avant le début de la rencontre. Il parle souvent de l'hôtel pour accompagner, n'est-ce pas, l'équipe jusqu'à dans les vestiaires, à la mi-temps il y est, jusqu'à la fin de cette rencontre-là. Il n'est pas seul. Il y a d'autres anciennes gloires qui font souvent le même exercice. J'en veux pour preuve Excellence Albert Roger Mila aussi, qui a souvent été là, les Rigobert Song aussi, qui sont capitaines emblématiques des Lions indomptables. Donc tout ce qui se fait en ce moment, je pense effectivement que doit concourir dans ce sens, afin que d'ici à jeudi, ce groupe-là arrive effectivement tel qu'il est souvent arrivé en début de chaque rencontre et puisse donner
effectivement le résultat que nous tous nous attendons, c'est-à-dire une bonne prestation et surtout cette victoire-là devant les pharaons d'Égypte qui, moi je suis pas forcément d'avis avec le coach à ce niveau concernant l'état physique des Égyptiens. Ça pourra peut-être peser si jamais la rencontre est appelée à aller aux prolongations. Mais dans les 90 minutes, il faut que nous nous disons que cette équipe égyptienne va se préparer pour gérer ces 90 minutes. Voilà, et on a dit que c'est là où la différence on va en reparler. Je voudrais que, parce que hier j'ai eu le retour de cette émission qui était du reste une émission vraiment intéressante, mais les internautes et les téléspectateurs n'ont pas apprécié le fait que les gens parlaient au même moment. Ça a créé du chahut. À un moment donné, on ne pouvait plus édifier. Donc, que chacun, s'il vous plaît, puisse respecter sa prise de parole. Là, on est là pour édifier nos téléspectateurs. Alors, coach, c'est vrai. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Disons que c'est un échange. Ça va déjà faire le ping-pong, mais quand même. Bon, alors, je disais que, coach, j'étais en train de dire que, bon, malgré le fait qu'il y a tout ce beau monde-là, il y a Albert Roger Mila qui vient, Eto'o est là, et tout le reste, mais il reste quand même que une sélection nationale qui se veut sérieuse doit avoir un psychologue. Ça, c'est un poste incontournable dans les meilleures sélections, autant que je sache. Oui, je pense, je ne sais pas. À un moment donné, même, excusez-moi, on a eu des préparateurs psychologiques. Oui, ils étaient là, et puis, bon, qui officiaient en bonne et due forme. Yannick. Oui, c'est pour ça que je dis de manière officielle, cette fois, on s'est effectivement rendu compte qu'il n'y en avait pas un préparateur psychologique. Parce qu'il faut bien le dire, s'il y en a, ça veut dire qu'il fait partie de l'encadrement technique. Tout à fait. Voilà, l'encadrement technique de cette équipe des Lions indomptables. Oui, Jean-Paul. C'est vrai ce que vous dites, Emmanuel Jonas Kana. Maintenant, sauf si je n'ai pas bien lu ou bien compris, je ne sais pas si pendant les nominations, lorsqu'il y a eu les nominations de ce nouveau staff technique, je ne sais pas si on a parlé de psychologues là-dedans, sauf peut-être qu'on ait pensé à ça, mais sans officialiser, n'est-ce pas, sa nomination. Et je ne comprendrais pas pourquoi. Ce n'est pas un magicien, c'est un psychologue qui parle aux joueurs, tout ça, ainsi de suite. Moi, je me rappelle que j'avais fait nommer Ambani quand j'étais là. Et il a fait vraiment très bon travail, parce que à un moment donné, il peut toujours constater que celui-ci ne s'entraîne pas avec toute la langue comme les autres, parce qu'il faut qu'il a un petit souci, machin. Après l'entraînement, il appelle, il lui dit si il peut avoir le temps, qu'il le retrouve dans sa chambre. On peut discuter. Donc, je pense que c'est ça le rôle d'un psychologue dans l'équipe. Et vraiment, ça résout beaucoup de problèmes. Parce que vous savez, les joueurs sont trop renfermés. Les joueurs sont trop renfermés. Et surtout, quand ils n'ont pas confiance aux autres membres du staff, ils se disent que s'il va dire ceci à tel, peut-être que ça va s'ébruiter et ça devient public. Alors que c'est une affaire c'est une affaire privée qui doit se régler de manière privée. Donc, ils se retiennent et gèrent eux-mêmes, n'est-ce pas, ces problèmes, et qui déteint forcément sur leur performance. Alors Yannick, il faut aussi dire que les joueurs peuvent avoir des problèmes extra-sportifs que le psychologue peut résoudre. On pourrait résoudre. C'est ce que le coach semble effectivement dire. Comme pour dire que... Peut-être qu'on annonce un décès de membres de famille. Le préparateur physique, justement, a une place prépondérante dans le staff technique d'une équipe. Au-delà, c'est-à-dire qu'au-delà des équipes nationales, même en club, c'est très important la place du préparateur physique, psychologique. Alors, vous parlez effectivement
d'un cas de décès, on en a eu d'ailleurs au cours de cette compétition avec le gardien ivoirien. Regardez ce qui lui arrive, le match contre la Sierra Leone. Déjà qu'il y avait ça au lendemain, on lui annonçait déjà le décès de son papa, ça faisait déjà un peu trop pour lui seul en moins de 24 heures. Alors si vous n'avez pas un préparateur psychologique en ce moment-là, dites-moi, vous pouvez tout simplement sortir complètement de la compétition. Donc, il faut, dans ces équipes-là, un psychologue qui fera donc son job. C'est-à-dire celui quand même, parce que le psychologue, c'est celui-là qui peut regarder, c'est-à-dire j'ai en face de moi le coach Jean-Paul Akono, j'envisage que là, ça ne va pas. Et il faut que je le convoque à deux, quand on échange, il y a des choses forcément qui sortiront. Et le psychologue saura exactement quoi faire, ou alors quoi lui dire pour qu'il puisse retrouver la confiance. On a parlé du cas de Zambo Anguissa, qui, lors des 3-4 premiers matchs, ça ne donnait pas. D'ailleurs, les coachs ici présents se sont accordés que le problème de Zambo, ce n'était pas au banc. Il avait besoin de quelqu'un qui le recadrait, qui lui parlait. Qui peut mieux le faire? C'est un psychologue. C'est-à-dire, l'appeler, lui demander, garçon, qu'est-ce qui ne va pas? Et après cet échange, après cet entretien, vous pourrez retrouver un autre garçon sur le terrain. Pourquoi? Peut-être qu'il était légèrement en crise de confiance. Après cet entretien, le gars s'en rend compte qu'en fait, il manquait juste un petit détail. Et une fois le détail là réglé, ben écoutez, on le retrouve le même qu'on a souvent vu par le passé. Donc, je dis, c'est un aspect à ne pas négliger. On ne devrait même pas du tout négliger. D'ailleurs, à nous tous, à un moment donné de la vie, il peut nous arriver de se retrouver dans cette situation-là. Et on a souvent eu besoin. Chez nous, qu'est-ce que nous on fait généralement? On peut se confier à quelqu'un parce qu'on attend quand même que cette personne-là puisse nous dire effectivement comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver ce dont on a besoin. Donc, il faut bien qu'il y ait des préparateurs psychologiques. Au-delà de ce que j'ai annoncé tout à l'heure, là c'est un travail, c'est des personnes qui arrivent, mais qui ne sont pas véritablement là pour faire ce job, parce que c'est un job qui doit être régulier, c'est un job qui doit être permanent. C'est pour ça qu'il faut cette personne-là dans le groupe. Alors, Casimir Mangué, j'ai comme l'impression qu'il y a parfois aussi un sentiment de dédoublement de rôle entre l'entraîneur principal, son préparateur physique et la présence d'un préparateur psychologique. Bon, il y a d'abord ce qui s'affiche en premier lieu, ce sont les incompétences. Parce que quand vous êtes compétent, vous acceptez qu'il y ait des collaborateurs qui chacun a une spécificité. Tout à fait. Une équipe de football est un malade hospitalisé. Il y aura donc un docteur généraliste, il y aura voilà. Donc, malheureusement, les Européens, eux, ils ont compris. Logiquement, on a un préparateur spécifique des gardiens de but. Il va falloir qu'il y ait aussi un préparateur tactique. C'est pour ça que quand vous regardez ailleurs, il y a un staff élargi. Il y a quelqu'un qui maîtrise les spécificités technico-tactiques. Il y a quelqu'un qui maîtrise la technique simple elle-même, la capacité à maîtriser le ballon. Et chacun finit de faire, et puis Mayous, qui est le manager général, lui, il vient faire la coordination. C'est comme ça les grands staffs. Parler de ça maintenant, c'est... On aurait pu parler de ça en début de compétition, parce qu'on vous dira, nous sommes en train de gagner sans psychologue. Mais dans les normes, un staff est constitué de cet ensemble d'individus. Parce qu'on parle de staff, un ensemble de personnes pour un objectif. Donc, on devait avoir des responsables dans chaque spécialité et il y a quelqu'un qui fait la coordination. Effectivement, on peut le regretter aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas le regretter parce que nous sommes en train de gagner. Tant que nous serons en train de gagner, on vous dira que... Parce qu'il peut également être un effet négatif. Si maintenant on part dire, bon, maintenant il faut introduire un préparateur psychologique, il peut arriver et ne pas être en phase avec la dynamique de l'équipe. Ce que vous avez révélé est très important. Un bon staff doit être complet et les autres l'ont compris. Parce que comme je l'ai dit, une équipe de football c'est un malade, il a besoin de médecins dans chaque domaine précis.
Alors, Frampek, on n'a pas dit qu'il fallait introduire un préparateur psychologique maintenant, parce que, comme disait Casimir, cela peut avoir... C'est quoi le rôle même du psychologue? Parce que le téléspectateur doit le savoir. Le rôle fondamental du psychologue, c'est de mettre l'athlète en confiance. Le plus important pour un psychologue, c'est de mettre l'athlète en confiance. Il faut que l'athlète retrouve toutes ses aptitudes morales. Si on le comprend ici, on peut se poser la question de savoir. Mais maintenant, il y a aussi un problème de culture. Est-ce que les Africains ont été cultivés dans ce sens-là? Vous pouvez venir avec quelqu'un comme ça, comme on dit chez nous, quand vous avez une équipe qui est habituée à manger le bâton de manioc, ne venez pas le jour du match lui donner le couscous parce que ça va lui créer des problèmes. Alors, j'étais en train de dire à Franck qu'on n'est pas en train de vouloir insérer ou de faire insérer un préparateur psychologique à ce moment précis du tournoi, parce que même sans préparateur psychologique, les Lions vont décrocher le trophée. Bon, peut-être que vous allez un peu trouver mon patriotisme exacerbé, mais je pense quand même que même sans psychologue, on peut décrocher ce trophée. Alors, Frampek, on va aborder la phase du débriefing, plutôt. C'est vrai que je voulais que l'homme sur le psychologue, vous m'avez posé la question de savoir peut-être. Moi, je voulais dire peut-être en quelques secondes. C'est vrai, peut-être que ça n'a pas été rendu officiel, vous l'avez tous dit, mais moi, je crois que on demande aussi un peu trop à notre staff de communiquer sur tout. Si je demande ici quel est le préparateur psychologique de l'équipe de France, personne ne pourra me le dire ici. Quel est le préparateur psychologique de l'équipe d'Angleterre? Personne. Il est possible qu'il y ait un... Non, ça existe, hein? Non, ça existe. Vous parlez de la France. Ce qui est sûr, c'est que les Français, ou alors du moins, comme nous sommes journalistes, les journalistes français le connaissent. Donc je vois pas, ça ne sera pas un crime que nous... J'ai été interrompu, Emmanuel. Oui, allez-y. Je voulais dire, ça existe, mais on ne communique pas. Je suis l'équipe de France comme le journaliste français. Excusez-moi de vous le dire. Il n'y a qu'au Cameroun où on veut connaître l'identité du cuisinier des Lions. Je vous dis, on demande un peu. Attends, qui veut connaître l'identité? Non, quand je dis cuisinier, je veux dire à quoi nous sert de connaître l'identité du psychologue? Non, c'est pas ça le plus important. Je veux dire, oui, je voulais vous expliquer. C'est pas ça le plus important. Connaître l'identité de psychologue, non. Nous voudrions savoir qu'il existe. Moi, je vous informe qu'il existe. Comment il s'appelle? C'est pour ça que je vous ai dit quel est l'intérêt de connaître son identité. Non, je voulais vous dire mais je vous ai posé la question. Maintenant, on va poser la question. Mais je vous ai aussi posé une question. Que nous sommes ici sur un plateau. Donnez-moi le nom d'un préparateur psychologique d'une équipe dans le monde. On n'est pas là pour venir faire la publicité du préparateur psychologique. Jean-Paul Akono vous a parlé d'un nom. Mais c'était lui. Demandez à Concession, il vous donnera son préparateur. Il était coach. Il était coach. C'est que celui-là n'est pas. Certainement, Franck va aussi nous aider en nous rappelant l'importance de cacher l'identité d'un psychologue. Ça, je peux vous le dire. Un membre du staff. Voilà. Non, je crois que ça doit être important. Je peux vous le dire. Oui. Tout à l'heure, je crois que c'est passé vous, le coach Jean-Paul. Quelqu'un a dit, ce n'est pas un magicien. Tout à l'heure. Vous savez, au Cameroun, très souvent, on a souvent assimilé les préparateurs psychologiques. C'est pas parce qu'on est ici, entre guillemets, ceux-là qui jouent certains aux charlatans. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle, pour éviter cet amalgame, le Cameroun a trouvé que c'est un poste qui ne mérite pas être totalement officialisé. Moi, je vous dis, je pense qu'un effectif aussi professionnel que celui des Lions en Ontario, avec comme président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, avec une équipe aussi professionnelle, ne peut pas fonctionner sans préparateur psychologique. Il n'est pas officiellement nommé. Non, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est ce que moi j'ai dit. Non, je le soutiens. Non, Yannick, là-bas, je dis, s'il était officiel, on devait voir. Je dis, ils peuvent avoir quelqu'un qui joue ce rôle. Le plus important, c'est le résultat. Et Emmanuel a dit, le Cameroun gagne. Ça veut dire que sur le plan psychologique, les gars sont corrects. Voilà, on va maintenant faire... Oui, Jean-Paul. Allez-y, Jean-Paul. Quand il dit qu'il n'est pas officiellement nommé, si il est officiellement nommé, il est officiellement nommé. Ce n'est pas à partir de mon magistère
n'est-ce pas, à la tête de l'équipe nationale, qu'on a commencé à les nommer. Non, ça existait. C'est un poste dans l'encadrement technique, dans le staff technique qui existe. Un poste officiel. Officiel. On nomme. Et c'est pour cela que j'ai fait la nuance ici, parce que effectivement, ce que Franck dit. Mais le coach ne me comprend donc pas. S'il vous plaît, non, je te comprends. Pas de chahut sur le plateau. Je ne vais pas sans chahut. Oui, non. Je vais bien, non. Yannick, écoutez d'abord. Écoutez Yannick. Moi, je suis pour le principe de la contradiction. Parce que de la contradiction jaillit la vérité. Mais ça va se faire de façon vraiment professionnelle. Allez-y. C'est pour cela que j'ai fait la nuance tout à l'heure, parce que effectivement, comme le dit même Yannick et comme l'a dit Franck, effectivement, c'était un peu un poste qu'on cachait. Parce que on disait, pour ne pas dire c'est notre marabout, bien c'est notre sorcier, je ne sais pas quoi. C'est lui qui a la voyance, qui peut te dire le résultat d'un match, machin, tout ça. On le cachait un peu. On le cachait et puis on lui donnait officieusement, n'est-ce pas, le nom de statut de psychologue. Mais quand les choses ont évolué de par le monde, on a vu les grandes équipes, les grandes nations ont effectivement des préparateurs psychologiques. Il y a même déjà des écoles pour ça. Il y a qu'on officialisé cela, et le premier préparateur psychologique aurait été effectivement Yannick Noah. Voilà. Et c'est ce que Manus dit est vrai, parce que moi j'ai fait plus de 20 ans dans l'environnement des Lions indomptables du Cameroun. Alors quand j'étais au Burkina, en 98, il y avait 2 préparateurs psychologiques. Mais c'était des marabouts. C'était des marabouts. Ça, je peux le dire ici aujourd'hui. Donc, à un moment donné... Non. On ne sait pas. Mais c'était effectivement des marabouts. S'il te plaît, Emmanuel. Oui, allez-y. Je crois que c'est ça qui fait problème. Quand vous introduisez des individus, donc l'identité et les rôles sont cachés, ça suscite n'importe quelle interprétation. Parce que j'ai parlé ici de coutume. Si en Afrique, on n'avait pas rapproché le rôle de psychologue au marabout, au sorcier, ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des écoles. Je peux vous citer quelques camarades qui sont allés dans ces instituts pour devenir simplement psychologues. Mais chez nous, on a laissé croire que, si vous interrogez, si vous faites un vox pop tout à l'heure, le public vous dira que le psychologue c'est le marabout, et le marabout c'est péjoratif. Or, quand on vous dit que le psychologue c'est celui qui met l'être en confiance, ben, on ne pourra plus, on le prendrait, et même les gens ont même peur quand on vous présente un psychologue. Les gens ont peur de lui, parce qu'on se dit que lui c'est du négatif. Donc tout est parti du fait que on n'a pas sensibilisé, on n'a pas éduqué, on n'a pas communiqué sur l'importance d'un psychologue. On a laissé croire que, au risque de me répéter que le psychologue, c'est le marabout. Et vous savez, quand on parlait déjà de marabout, il y a même des gens, vous souvenez de Tommy. Tommy, vous étiez peut-être en 2000, quand Tommy se fait lyncher au Mali, parce que dans leur interprétation, c'est le psychologue marabout. Et il faut donc rappeler que c'est le fait qu'on n'ait pas institué ça dans nos coutumes et qu'on n'ait pas communiqué suffisamment sur l'importance d'un psychologue qui a fait que les gens aient des interprétations diverses. Tout psychologue en Afrique noire aujourd'hui, c'est un sorcier, c'est un marabout, c'est le Alamimbu, c'est tout ça. Donc, comment pouvez-vous faire un staff, constituer un staff, vous communiquez sur tout ce qui compose ce staff, et il y a des gens qui sont dans ce staff sur lesquels vous ne communiquez pas. Alors Yannick, moi je peux vous dire également qu'il y a certains coachs qui encouragent le maraboutage et qui eux-mêmes sont même dans ces pratiques. Nous sommes en Afrique et c'est singulièrement au Cameroun. On le sait. Même au Bénin, mon gars. Oui, on le sait. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous sommes en Afrique.
Et sincèrement, oui, bien sûr. Mais bien sûr, hein, bien sûr. Dites-vous bien que c'est parce qu'on ne peut pas tout dire quand même. Non, c'est vrai. Sur le plateau. Pour être honnête, c'est parce qu'on ne peut pas tout dire dans un plateau. Parce que en 2017, il s'est quand même passé des choses. Il s'est passé des choses. Même non, si non, non, je dis... Non, c'était même justement Camerounais. Non, j'ai dit le coach, ce n'était pas Camerounais. Mais ça a payé. Ça a payé. Mais ça a payé puisque nous avons... Moi, je me dis donc que ça a payé puisqu'on a gagné. On a gagné finalement. Donc moi, je ne sais pas comment je vais résumer ça. Seulement ces honneurs, on donne assez mal. Ça dit quand quelqu'un, la chance c'est avec toi, mais c'est le fait donc que tu as voyagé. Il a besoin de revendiquer beaucoup d'argent. Il ne peut pas tout dire sur le plateau. Il a revendiqué beaucoup d'argent, des centaines de millions. Le geste technique de Vincent Aboubakar à la finale contre l'Égypte, c'est l'œuvre de marabout. Vous voyez à quel niveau lui-même va le raconter. Mais même, c'est pas possible. Et moi, dans les équipes, ça, je peux vous le révéler ici, Emmanuel. Toutes les équipes, j'ai demandé à mes dirigeants, si vous avez les marabouts, ils viennent aux entraînements. C'est-à-dire qu'ils font les séances d'entraînement avec nous et le maraboutisme pour que les enfants s'habituent à ça. Parce qu'en réalité, lorsque vous faites confondre un psychologue à un marabout, c'est ça qui fait problème. Parce qu'en réalité, pourquoi le marabout, lui, il vient seulement la nuit, alors que le match se joue en journée? Mais lui, il a déjà même joué. J'avais joué un jour en présent que le ballon marabout. Il me fait rire. Il ne sait pas que dans leur propre corporation, il y a des marabouts. Non, je suis dans leur propre corporation. Je suis d'accord avec toi. Voilà, moi je suis un routier. Mais moi je ne les apprécie pas. Voilà, j'en connais effectivement un qui après chaque match, soit le samedi ou le dimanche, en championnat Elite One, le lundi il disparaissait, il ne tenait pas de séance d'entraînement le lundi. N'allez pas me demander où est-ce qu'il partait. Il réapparaissait mardi matin. On le connaissait déjà comme ça, partout où il passait. Ce coach, il est là, je ne sais pas trop s'il est à la tête d'un club en ce moment. Donc pour lui dire que... Mais ça a rattrapé les A-primes à Ocean. Dans leur propre corporation. Donc tout ça... Parce que ça c'est une image à ne pas faire laisser, Emmanuel. Tout ça, si nous avons la conséquence... Excuse-moi, d'accord. Si, n'est-ce pas, tout ça résume, je pense que ça se résume en un seul mot. Hein. Ces coachs-là même, je crois, ont besoin aussi de psychologues. Parce que ça, c'est le manque de confiance. Quand vous n'avez pas confiance en vous, vous allez commencer à croire à ces choses-là. Pourtant, ça ne vous rapporte rien. Mais alors, plus que, malgré le fait qu'ils le font, le club, le week-end qui suit perd. Pourquoi donc tu l'auras fait? Donc le coach peut continuer. Ça résume tout simplement ce manque de confiance. C'est des exemples que je ne plébisciterai jamais. Le football, le sport en général et le football en particulier, c'est le travail, la discipline. La preuve, il n'y a aucun meilleur joueur du monde dont les parents furent marabouts. De tous les meilleurs joueurs du monde. C'est dit que c'est du bluff. Et je prends le cas de mon pays, le Cameroun. Nous avons rempli à la veille du CHAN notre staff de marabout. On a vu ce que ça nous a donné. J'ai du mal à comprendre comment on peut aller aux entraînements. Si on a des marabouts, à quoi ça va servir d'aller s'entraîner? Moi je dis c'est parce qu'on a refusé de communiquer sur l'importance du psychologue. Il est important d'avoir un psychologue. Il faut donc communiquer. Le rôle de préparateur physique c'est quoi? On sait. Le rôle du préparateur spécifique des gardiens, c'est quoi? On sait, on publie, on médiatise. Mais pourquoi le rôle du psychologue n'est pas... C'est vous qui nous le révélez aujourd'hui. C'est même un sujet important. Il faut que vous fassiez un Vox Pop, qu'on explique pourquoi le rôle du préparateur psychologique n'est pas plébiscité et pourquoi dans les constitutions des staffs, surtout des équipes nationales, on ne plébiscite pas les noms et les responsables psychologiques. Moi-même, dans une compétition, n'est-ce pas, de la CAN, j'ai été le relais
n'est-ce pas, entre le marabout et le coach. Voilà. Parce que moi j'avais le pass, j'étais sur l'aire des jeux, je pouvais accéder facilement sur l'aire des jeux et j'étais dépositaire des petits trucs. C'était juste non. Attends, son collègue à l'époque, cette fois à la radio nationale, avait déjà joué ce rôle dans il a passé pays. Le relais. Dans un pays. Lui, il est allé en tant que marabout même. Vous dites que vous aviez. Non, je dis que j'étais le relais. Non, pas ça. C'était une opportunité de nous approcher du stade. Vous voyez, il y a un problème, n'est-ce pas, de patriotisme. Quand vous voyez que, bon, là, il faut. Quand il faut gagner, on se jette dans l'eau. On me dit, bon, écoutez, comme toi, tu vas sur l'air de jeu, tu as le truc. Alors, on te donne un certain nombre de trucs. Que je ne définirai pas ici, et même le nom du coach, je ne veux pas le dévoiler ici, mais toujours est-il que j'ai quand même, non, c'est-il que j'ai été de relais entre le marabout et le coach qui me remettait ces petits trucs. Bon, alors on va continuer notre émission. C'était pour rire un peu. On continue maintenant pour le film. Oui, ça fait longtemps. Ça existe vraiment. Il veut que je dévoile. Il veut que je dévoile le nom de. Avec les sélections nationales. Personnellement, ça me pose un problème. Il veut que je dévoile la CAN. Alors, parce que si je dévoile le nom de la GAN, vous allez dévoiler le nom du coach. Bon, alors, Burkina, Sénégal, c'est demain. Oui. Les clés de cette rencontre. On commence par Casemir. Ben écoutez, les clés de cette rencontre, c'est d'être sérieux, c'est d'être très engagé et c'est d'être très appliqué. La dominante sera psychologique. L'état d'esprit sera incontournable. C'est l'équipe qui sera en confiance, qui dégagera énormément de l'envie, qui fera la différence. En réalité, c'est deux équipes qui, à mon avis, semblent rapprocher sur les valeurs à partir des performances qu'elles nous ont produites ces derniers mois. Je prends l'exemple des matchs du Burkina face à l'Algérie et ce que le Burkina a fait. On ne peut pas manquer de dire que cette équipe serait capable de faire la différence devant le Sénégal. Maintenant, quand on prend le potentiel individuel du Sénégal, quand on voit les individualités dont dispose cette équipe, on peut également dire que le Sénégal a les faveurs. Mais mon inquiétude, c'est que le Sénégal semble ne pas dégager de la vigueur par rapport au Burkina, qui semble être une équipe très entreprenante. Je ne sais pas si c'est suite au fait que l'effectif est très jeune, parce que je l'ai relevé la dernière fois. J'ai comme l'impression que les équipes qui n'ont pas eu de nombreux professionnels semblent être en difficulté parce que les professionnels semblent ne pas tout donner. Et les équipes qui ont eu plus d'amateurs ont des amateurs qui s'engagent énormément et rendent les matchs très difficiles. Donc à mon avis, ça sera un match équilibré. Certainement, comme en toute compétition, c'est la maturité qui gagne. Le Sénégal semble favori, mais il faut faire très attention avec cette équipe burkinabé très enthousiaste. Alors, on a vu cette équipe burkinabé la dernière fois, Yannick, une équipe qui aura montré un jeu assez et suffisamment structuré. Emmanuel Jonas, moi je vais vous avouer ici que je ne l'ai donné pas favori face à la Tunisie. Et j'avoue que c'est la première fois véritablement que je regardais le Burkina Faso jouer. C'est une équipe qui m'a impressionné. Voilà. Pendant 90 minutes, elle m'a véritablement impressionné, cette équipe burkinabé. C'est d'autant plus que le leader technique n'était pas présent ce jour, à savoir Bertrand Traoré. Il sera là demain? Probablement, il pourrait jouer demain, ce demi-finale-là. Je voudrais également dire au coach ici... Il apportera une valeur ajoutée par rapport à... Bien entendu, l'expérience et la qualité technique dont il dispose, ça ne souffre de rien, d'aucun doute là-dessus. Et puis le Burkina, je crois qu'il possède l'un ou alors ces deux défenseurs-là sont parmi les meilleurs en ce moment de la compétition. Hein. Les deux défenseurs centraux du Burkina Faso. Vraiment une ligne infranchissable durant toute cette compétition. Ils l'ont encore démontré face
aux Aigles de Carthage, c'était samedi dernier. Ça devrait effectivement se jouer au mental. Et quand je regarde en face la prestation que le Sénégal a produite face à l'équipe de la Guinée équatoriale, je serais pas, ça ne sera pas trop osé pour moi de ma part de penser que ces équipes risqueront de partir à 50-50 hein, demain à 20h au stade Omnisport Amadou Ahidjo. C'est vrai, du côté sénégalais, il y a tellement d'individualités, ça également nous le savons, et c'est là où ça pêche. C'est là où Aliou Cissé n'a pas effectivement su faire son travail, parce que j'ai comme l'impression que il n'a pas huilé ces individualités-là pour donner un bon collectif. C'est assez décousu, c'est-à-dire ça ne se suit pas au niveau des lignes. Et à ce niveau, si vous avez une équipe entreprenante comme celle de Burkina, parce que là, ça ne sera plus la Guinée équatoriale. Non, 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 ça ne sera plus la Guinée équatoriale. Là, c'est des garçons qui sont un peu plus sérieux, qui sont très rapides en contre-attaque, et ça risque de faire mal, effectivement. Donc il faudra faire attention à cette équipe du Burkina qui depuis 2 jours, moi je qualifie de surprise du chef. Il faudra faire vraiment très attention. Et d'accord que le Sénégal, ok, sur le papier, pour le moment reste toujours favori dans ce duel-là. Ça sera d'ailleurs un bon duel western. Voyez-vous ces 2 pays de l'Afrique de l'Ouest qui nous servira, ça je l'espère seulement, tout un bon régal pour le public qui se déportera là-bas en fin de demain pour suivre cette confrontation. Il sera difficile, très difficile pour moi de pouvoir pronostiquer pour là où je suis là sur l'issue de cette rencontre, mais j'avoue quand même que ce sera une belle rencontre en perspective. Alors coach, il faut dire que les Burkinabés partent avec un moral assez fort, un moral à toute épreuve. Si on se rend compte que aujourd'hui dans leur pays, c'est pas du calme, hein, c'est-à-dire que ça bouge de tous les côtés, mais ils sont quand même là, ils s'adonnent à fond. Peut-être c'est pour l'honneur de la patrie qu'ils le font. Je ne sais pas si c'est pour l'honneur de la patrie. Certainement parce qu'ils sont burkinabés. Tout comme ceux qui... les situations politiques chez eux, là, c'est toujours aussi des burkinabés. Mais quand même, il faut avouer que cette équipe a vraiment du mental. Ils ont du mental, vraiment. Ils ont de moral, vraiment, un moral de fer parce que, étant dans une compétition, et vous avez les nouvelles. Vous êtes parti de votre pays, il n'y avait pas cette situation, mais en pleine compétition, vous entendez qu'il y a... il y a des coups de feu partout. Là. Des coups de feu partout, tout ça, ainsi de suite. D'abord, vous êtes inquiet. Bon, heureusement... Est-ce qu'on va rentrer avec la sérénité? La famille rester au Burkina Faso, tout ça, ainsi de suite. Il faut avouer que vraiment, ils ont un moral de fer. Bon, maintenant, quant au match, je pense que le Burkina Faso est moins impressionné dès le premier match face au Cameroun. Vraiment, face au Cameroun. J'étais convaincu que le Cameroun, certes, il allait avoir un match, mais que le Cameroun allait finalement... en faire une bouchée. Faire, peut-être pas une bouchée, disons, le Cameroun allait vite s'imposer, ça allait être clair. Malheureusement, nous avons eu à souffrir. C'est l'un de nos matchs où nous avons eu à souffrir. Et je vous assure que n'eût été les 2 fautes vraiment des joueurs inexpérimentés qu'ils ont eu à commettre dans la surface des réparations, je crois que le match là se serait terminé autrement. C'est dire que c'est une équipe qui n'est pas du tout au hasard dans ce carré d'as. Et puis, on a vu vraiment, à partir du match contre le Cameroun, ils n'ont plus jamais perdu. Leur défaite, je crois que c'était un match nul. Donc, ils sont montés vraiment, comme on dit, en puissance. Et aujourd'hui, je crois qu'il ne serait pas trop exagéré que de dire que c'est un potentiel candidat pour la victoire finale.
Bon, quant au Sénégal, je crois que Yannick un peu l'a dit tout à l'heure, ils ont vraiment sur le plan de l'effectif, sur le plan de la richesse de l'effectif, je crois qu'ils sont gâtés. Ils sont gâtés, mais j'ai toujours l'impression que mon ami le sélectionneur Aliou Cissé n'a pas encore trouvé, n'est-ce pas, l'équation qu'il faut. Et c'est pour ça que je vous disais ici que c'est le rôle d'abord d'un sélectionneur, vraiment d'un sélectionneur. Un sélectionneur, si j'appelle par exemple Casimir Mangué, si j'appelle Yannick Effa, je dois savoir que est-ce que ça peut se compléter dans leur jeu? Est-ce que ça peut se compléter? Ou alors est-ce que j'aurai suffisamment du temps, n'est-ce pas, pour les amener à une bonne association? C'est ça le rôle d'un sélectionneur. Pourquoi? Parce que c'est là justement qu'il résout l'équation, n'est-ce pas, de la cohésion au sein de l'équipe. Il n'a pas de temps pour, comme dans un club. Les Sénégalais jouent comme si c'est cherché encore. Mais oui, il n'a pas le temps pour travailler comme dans un club où tu as 6 mois. 6 mois, même si tu as des gens qui viennent d'à gauche, d'à droite, de je ne sais pas où, tu as 6 mois pour les amener à te donner, n'est-ce pas, une prestation vraiment que tu auras bien travaillé et qui soit harmonisée. Donc, c'est Sénégal. Sur le papier, ils ont l'effectif vraiment qu'il faut. Mais on ne sait pas si le casting au niveau du 11 national, du 11 qui prend part au match et tient compte justement des qualités des uns et des autres pour que ça puisse aller ensemble, pour qu'on ait justement un... Ça a été notre problème aussi avec le milieu du terrain dont on parlait dernièrement ici, presque à tout le temps, parce qu'on mettait 3 milieux de terrain défensifs, à vocation défensive. Il ne pouvait pas avoir de l'inspiration, sinon que savoir défendre, mais maintenant pour donner la meilleure passe, il ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, on a essayé de trouver le milieu qu'il faut, et vous voyez, on commence à avoir un jeu quelque peu fluide. Quelque peu fluide. Donc c'est ça le problème du Sénégal un peu. Mais il faut avouer, ils ont commencé comme un moteur diesel, des matchs poussifs. Vraiment, je crois que tout le premier tour, ils ont eu une victoire. Oui. Et un but marqué, justement, le match qu'ils ont gagné face, je ne sais Zimbabwe. Pas, et sur penalty. Et sur penalty à la dernière minute. Voilà. Enfin, dernier oui, c'était dernière minute du temps additionnel. Donc, et la véritable première victoire, c'était effectivement contre la Guinée équatoriale. Non, le Cap-Vert. Contre le Cap-Vert où ils ont marqué 2 buts. Et encore là, c'est vraiment possible, c'était pénible. 11 contre 9. Et on a vu quand même un peu une légère amélioration lors des quarts de finale. Lors des quarts de finale, on espère que Aliou Cissé a déjà donc pu trouver l'équilibre, n'est-ce pas, au niveau de son 11 entier, pour que face au Burkina Faso, vraiment, qu'il y ait qu'ils justifient, n'est-ce pas, leur statut de favori. Mais sinon, je vous assure, étant donné ce que le Burkina Faso nous a produit depuis le début de la compétition et un peu le relèvement de l'équipe sénégalaise, je crois qu'il ne serait pas exagéré de dire que les deux équipes risquent de laisser les plumes, n'est-ce pas, en allant jusqu'au prolongation. Alors, Sampek, le coach parle de la constellation, n'est-ce pas, des stars. Et il faut dire qu'au cours de cette compétition, les stars n'ont pas toujours été à point. Hein? Mais c'est vrai, je crois qu'on avait même fait un élément dessus, on était revenu sur ces stars qui déçoivent, même si la tendance est quand même en train de changer, parce qu'on voit un Mohamed Salah qui devient un peu plus entreprenant, et même Sadio Mané, on va le dire, hier vous êtes revenu sur ce but-là où il avait bénéficié de la passe de Kalidou Koulibaly, il s'est créé l'occasion, il a servi, je crois que c'est Bamba Dieng, ou alors non, c'était ça qui a inscrit le but. En gros, c'est pour dire qu'on voit quand même des stars un peu plus à l'aise.
Et, oui, parce que déjà j'avais expliqué cela sur le fait que les Stars avaient un problème d'acclimatation, ils n'étaient pas vite arrivés au Cameroun. Et vous savez, quand il y avait aussi un petit problème de discipline que Albert Roger Mila avait évoqué, plus la compétition avance, plus les Stars se sentent un peu plus à l'aise. Mais il faut dire que ça sera un match assez particulier quand même. Les 3 dernières confrontations entre ces 2 équipes se sont soldées par des scores de parité. Donc ces 2 équipes ont du mal à se départager. 3 derniers matchs, 3 matchs nuls entre Étalon et Lyon de la Teranga. Contrairement à ce qu'on se dit, c'est vrai que peut-être c'est un monde d'écart entre la qualité des effectifs au Sénégal. Il faut dire que c'est une constellation de stars. C'est quand même la première fois qu'un gardien d'origine africaine remporte le prix The Best FIFA. Ça veut dire le meilleur gardien de l'année FIFA, c'est Mendy. Vous avez l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde actuellement, Kalidou Koulibaly. Je vais brûler certains états. Ghana Gay, on voit comment il manque au Paris Saint-Germain. Hier, le Paris s'est fait battre par l'OGC Nice. Je ne vais pas dire que c'est l'absence de Gay, mais on sait qu'il aurait pu apporter beaucoup de choses. On a parlé de Sadio Mané encore, Bambandien, les Sa, Bounassa, Ismaïla Sa. Je dis c'est une équipe sur le papier qui est vraiment une arme de destruction massive. Mais c'est sur le papier. Sur le stade, la réalité est différente. On a vu cette équipe transpirer vraiment à grosses gouttes contre un Cap-Vert qui évolue à 9 contre 11. Il a fallu attendre les dernières minutes de prolongation pour inscrire le but du break. Parce que c'était 1-0. À tout moment, le Cap, les requins pouvaient tourner la chose. On a vu cette équipe batailler dur dans son groupe. Pourquoi elle a terminé premier? On le dit oui. Mais avec combien de points? 5 maigres points. Ça veut dire que c'était la première équipe la plus faible du premier groupe, avec 5 points dans un groupe très abordable. Moi, je vais m'envoyer une petite pique à Nabil Djelit qui dit le Cameroun a rencontré aucun top 10. Je vous dis que le Sénégal, on a même l'impression, moi je peux le dire, moi je dis le Sénégal a le parcours, l'itinéraire le plus taillé sur mesure. Un groupe ultra faible. Ou, je vais dire, parce que la preuve, regardez, aucune de ces équipes n'a même atteint, je crois, les quarts de finale. Une équipe du groupe du Sénégal, tout a été balayé très tôt. Le Sénégal arrive, il passe en huitième. On lui donne une équipe à laquelle on donne 2 cartons rouges. En quart, on refuse un pénalty. C'est vrai que le débat était long hier, mais je vais dire des décisions très questionnables. Personne n'en parle. Quand c'est le Cameroun, tout le monde sort, on parle. Pourtant, je vous dis, le Sénégal était d'abord dans un... On peut même dire que là, encadrement, ils ont même d'abord joué dans le plus beau cadre. Au Cameroun, ils étaient tellement chouchoutés. En gros, on va dire, ça c'était le petit coup de gueule à l'endroit de Nabil Djelit. Pour revenir sur la rencontre entre Étalon et Lyon, je trouve que ça sera un match qui va vraiment se jouer. Parce que de l'autre côté, il faut le dire, le Burkina Faso n'a rien à perdre. Le Burkina Faso a déjà fait sa compétition. Se faire battre contre le Sénégal, ils ne se feront gronder par personne. Ils n'ont aucune... Donc ils viendront s'amuser, jouer face à une équipe qui n'a aucune pression. Quand on voit Aliou Cissé, je vous dis, son cache-nez, c'est pas seulement contre le corona, c'est aussi pour cacher le visage. Il est ultra stressé. Ça se ressent. Aliou Cissé, c'est qu'il est sur la sellette. Il a des critiques qui viennent de partout. Ses anciens coéquipiers, les Diouf, c'est vrai, ils essaient un peu de motiver, mais ils ne sont pas là uniquement pour le caresser dans le sens du poil. En 2019, on avait d'ailleurs estimé que c'était une contre-performance. Parce qu'en poule, il s'était fait battre par les Fennecs de l'Algérie. Il a retrouvé la même équipe en finale qu'il a battue. Et les experts avaient estimé que de la phase de groupe jusqu'en finale, il n'avait rencontré qu'une seule bonne équipe, cette Algérie qu'il avait battue en aller-retour. Il est dans une compétition, pour le moment, il n'a encore rencontré aucun véritable adversaire, il le sait. L'équipe ne satisfait personne. Je vous dis personne. Il y a Sadio Mané qui essaie, mais face à la Guinée équatoriale, on est tous d'accord que la Guinée équatoriale, c'est pas un gros calibre. Donc, il aura beaucoup de pression. Je mise sur ce Sénégal, c'est vrai, peut-être pas l'expérience, mais je reconnais que la surprise n'est pas très loin de... Alors, Yannick, je m'inscris un peu en faux contre ce que Franck a dit, s'agissant, n'est-ce pas, vous n'êtes pas sûr que c'est d'accord avec vous de l'amusement. Il dit que non, ils seront là, les Burkinabés seront là pour s'amuser. À ce niveau de la compétition, quel que soit le cas, on ne s'amuse plus. Ah, peut-être c'est le mot amusement qui vous gêne. Mais Franck, avant ça, a d'abord dit quelque chose, c'est-à-dire le Burkina Faso n'a plus rien à perdre. C'est-à-dire tomber devant le Sénégal en demi-finale, je ne vois pas qui va prendre le bâton et vous taper dessus.
C'est-à-dire que vous êtes Burkina Faso, c'est vrai que le Burkina, je crois, ils sont 11e au ranking. Vous êtes Burkina Faso, mais le Sénégal est premier. Et je vous assure que ce rang de premier là, le Sénégal ne le défend pas depuis le début de la compétition. On dirait même pas. Franck a donné tous les éléments tout à l'heure. Quand vous avez une poule la plus faible de la compétition, telle que a hérité le Sénégal... Vous devez aussi être trop faible. Bon, ok. Ouais, voilà, peut-être c'est ça qu'on a de raison que nous avons aujourd'hui. Ils ont été trop faibles. Parce que c'est un Sénégal qui nous a rien produit lors du premier tour. On parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une victoire, un but. Le but a été marqué à quel moment? À l'ultime minute du temps additionnel sur penalty. La suite, c'était les 0-0. Hein, jusqu'en huitième de finale, qui vous rencontrez, c'est une modeste formation du Cap-Vert. Vous vous imposez difficilement à une équipe qui évolue à 9, très tôt d'ailleurs, contre 11. Hein, vous avez la Guinée qui vous a même créé des soucis. C'est une rencontre effectivement que nous on a suivi dimanche, qui vous a créé des soucis dans l'entrejeu. Vous marquez quand même des buts qui vous sont aussi gracieusement offerts par l'adversaire. Donc je dis, le Sénégal aujourd'hui, terminant même champion, ça sera un mauvais champion pour l'Afrique. Moi, je dois être dur avec le Sénégal. Je dis aujourd'hui, termine champion, ça sera un mauvais champion, effectivement, pour l'Afrique. Parce que le Sénégal ne nous produit absolument rien, malgré cette constellation de stars. En termes d'individualité, c'est une équipe où on n'a plus grand-chose à redire. Et effectivement, Franck, c'est normal que le coach Aliou Cissé puisse cacher son visage. Il est le seul coach qui dure avec le cache-nez, ça il faut le dire. Parce que nous également on fait notre part de stade. Je dis c'est le seul coach qui réussit. Moi je sais pas comment il fait pour parler aux joueurs. Mais il maintient quand même son cache-nez de couleur noire. Vous comprenez que c'est pour forcément cacher quelque chose. Non, il est sous pression, il le sait. Il est sous pression. Et j'ai même envie, effectivement, j'ai la faiblesse de penser que Aliou va poursuivre l'aventure avec le Sénégal, quelle que soit l'issue de cette compétition. Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'il va poursuivre l'aventure avec le Sénégal. Non, j'ai véritablement la faiblesse. Parce que c'est un monsieur véritablement fébrile depuis le début de la compétition. Il n'est pas en confiance. Il sent que son groupe, ça ne donne pas. Donc c'est comme si on forçait un tout petit peu le destin côté sénégalais. Et je me demande bien, ça sera jusqu'où? C'est déjà bien, ça devient intéressant même pour eux d'atteindre les demi-finales. Alors maintenant, Emmanuel, il y a des faits. Oui, allez-y Jean-Paul. Allez-y. Ils ont déjà peur de la chute. Non, il n'y a pas de chicote. Je ne suis pas un peu d'accord avec vous. Vous qui avez pris la parole là, Franck, Peck et Yannick, non, j'ai dit Yannick et Yannick peut en cacher un autre. D'ailleurs, ma femme-mère avait pris ça effectivement chez M. Noir. Parce que à l'époque, il était champion de Roland Garros, effectivement. Ouais. Parce que vous semblez un peu dévaloriser la qualité des adversaires qui ont eu à rencontrer ces équipes qu'on a considérées comme vous le dites, étant dans le top 10. Vraiment, je dis, c'est la discussion. Vous voyez, ça nous rattrape, Emmanuel Jonas Kana. C'est la discussion dès le départ de Cannes au quotidien ici, que nous avons eu, en nous basant sur les statistiques. Parce que là encore, vous êtes en train de vous baser sur les statistiques qui ont été carrément, n'est-ce pas, démantelées. Ouais. Hein? C'est-à-dire que s'il y avait ces statistiques, mais non, le Sénégal serait passé la main, l'Algérie, il sera encore là, la Côte d'Ivoire, il sera le Maroc. Oh, c'est Emmanuel, même moi j'étais convaincu à travers ces statistiques, puisque c'est à partir de ça quand même qu'on essaie de bâtir, n'est-ce pas, l'argumentaire. Même les rankings dont on parle, le classement FIFA, tout ça, ainsi de suite, c'est à partir de ça. Mais sur le terrain, mais non, une autre on a vu que il n'y avait pas de petites équipes dans parmi toutes les 24 équipes qui sont venues. C'est vrai. Il y a des équipes qui ont pris 4 buts à 0, 4 buts à 1, comme la Mauritanie, de tout ça. Mais quand vous les voyez jouer, vraiment vous vous dites, mais pourquoi ils méritent, on leur donne 4 buts. Bon, peut-être que celle qui était en face avait beaucoup plus de réussite. Mais les équipes
qui se sont beaucoup plus illustrés pendant toute cette CAN, c'est justement ces équipes, n'est-ce pas, qu'on appelle non-name, qu'on appelle non-name, qui n'avaient pas de statut, machin. Ce sont ces équipes-là. Donc, je crois qu'il ne faut pas les dévaloriser. Et en plus, il faut plutôt dire que les vainqueurs, c'est-à-dire celles qui étaient au top 10, vraiment auraient mérité, même si c'était dans la douleur. Même si c'était dans la douleur. Est-ce que c'est... Parce que le Sénégal, dont on parle aujourd'hui, mais pendant les éliminatoires, Franck, mais ils ont fait un parcours excellent. C'est pour cela d'ailleurs qu'on disait que nous risquions de revivre le remake, n'est-ce pas, de vivre le remake de la finale de 2019, c'est-à-dire Algérie, Sénégal. Parce que avec brio, ils se sont qualifiés dans la coupe du Monde. Je ne sais même pas s'ils ont eu à perdre des matchs. Il n'y a que le Burkina Faso, comme l'a relevé Yannick aussi tout à l'heure, qui a vraiment tutoyé l'Algérie, jusqu'à mener au score en Algérie, et avant que l'Algérie n'arrache vraiment le nul. Donc, mais quand ces équipes-là viennent à la CAN, pourtant, entre ces éliminatoires, Coupe du Monde et Coupe d'Afrique, il n'y avait pas un grand écart. Il n'y a pas eu 6 mois pour dire que peut-être qu'ils ont perdu, machin. Ils arrivent ici. Et même l'Algérie est champion de la Coupe arabe des nations là-bas, au Koweït. Au Qatar. Hein? Ils arrivent ici étant dans des conditions vraiment optimales de préparation. Mais on attendait l'Algérie. Quand on a vu le premier match, on a se dit que peut-être que c'est un accident. Non, vraiment la deuxième équipe là, je crois que l'Algérie va les écraser, tout ça, ainsi de suite. On voit l'Algérie, c'est même là qu'ils perdent le match. Quoi, contre la Guinée équatoriale. Et pour revenir à ces équipes, quand vous voyez la Guinée équatoriale jouer, vous croyez vraiment qu'ils méritaient de s'arrêter là au cas? Quand on voit ce jeu? Non! Non du tout. Non du tout, pour ne prendre que cet exemple-là. C'est dire que les équipes avaient pratiquement un même niveau. Un même niveau. Donc, les non-aime, n'est-ce pas, que qu'on croyait avoir, machin, c'était juste à travers les statistiques. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il ne faut pas dévaloriser, n'est-ce pas, la performance de ces équipes-là. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, moi, je crois que cette CAN nous fait tirer beaucoup de leçons. J'ai un petit souvenir de ce que je disais. Je m'étais interrogé sur le fait qu'un gardien de 5e division soit élu meilleur joueur parmi les meilleurs professionnels africains. Suivez mon regard. Vous avez un gardien qui avait joué contre l'Algérie et au terme de la rencontre, quand on a choisi le meilleur joueur, on est allé prendre un joueur de 5e division. Ça me réconforte parce que en réalité, quand les gens viennent en compétition à la CAN, quand on vient à la CAN, les équipes se valent. Et je l'ai toujours dit, c'est une autre compétition. Même au niveau de l'état d'esprit, et je l'ai dit ici en préambule de mes propos, j'ai eu comme l'impression, je peux me tromper, que les équipes qu'on considérait de faibles avaient des joueurs plus engagés, plus déterminés que les équipes qui avaient les joueurs confirmés. C'est comme si les joueurs confirmés avaient du mal, et ça s'était expliqué aussi parce qu'il n'y avait pas de préparation pour ces équipes-là. Il y avait même des joueurs qui arrivaient à la veille de la compétition. Mais pour revenir, il faut faire attention, il y a des faits qui vont relever. Le Sénégal, en 2017, était demi-finaliste. En Égypte. 2017, c'est le Cameroun qui les avait. Voilà. En Égypte, quart de finaliste. En Égypte, finaliste. C'est également un aspect qu'il faut relever, qu'au niveau de la Coupe d'Afrique, le Sénégal est en train de monter. Et il y a une certaine constance. Il y a une certaine constance, voilà. Donc il faut faire attention avec ce Sénégal, malgré ses performances, ses contenus en dents de scie, qui peut se surpasser sur les 2 matchs qui restent. Maintenant, je l'ai dit, maintenant en face, on a une équipe enthousiaste. Je l'ai dit ici la première fois que je venais sur le plateau. J'ai dit, ce Burkina qui va jouer contre le Cameroun,
Lorsque vous voyez comment elle a terminé les éliminatoires, elle avait déjà annoncé ses intentions, les couleurs. Donc ce Burkina n'est pas à négliger. Maintenant, c'est des compétitions, Emmanuel le sait. En réalité, dans ce genre de compétition, l'équipe qui a beaucoup de faveur, c'est l'équipe qui a de la maturité. Parce qu'elle peut gérer les aléas. Oui, les aléas, voilà. Je préfère appeler ça les aléas. Parce qu'il y a les temps faibles et les temps forts. Ce que les équipes enthousiastes, immatures ne savent pas souvent faire. Et on est d'accord tous que à lui, si ça semble ne pas retrouver ses marques pour la CAN. Et il peut les retrouver dans les deux derniers matchs. Parce que vous ne pouvez pas expliquer que cette équipe qui a dominé les éliminatoires, quelques jours plus tard, ne parvienne pas à retrouver la même verve. Maintenant, c'est seulement parce que lorsque ça va mal, c'est l'entraîneur principal. Il faut interroger tout le staff sénégalais. Parce que vous ne pouvez pas avoir des armes. Vous êtes incapable de tirer sur l'adversaire, vous retournez ça contre vous. La faute à ce moment, c'est à tout le staff. On a du mal à comprendre comment cette équipe ne parvient pas à être flamboyante comme elle l'a été pendant les éliminatoires. Cette équipe du Sénégal, moi, elle me fait peur parce que c'est une équipe qui a des joueurs capables de faire la différence et peut-être les deux derniers matchs, elle pourrait faire la différence. Bon, je vais vous aller rapidement. Aliou Cissé, moi je le dis, je n'ai même pas peur d'être péremptoire là-dessus. Ça sera peut-être remporter le titre de champion, oui. Là, je dis la seule et unique chose qui pourrait encore faire rester Aliou Cissé quelques temps là sur le banc de touche des Lions du Sénégal. Parce que, regardez, ça fait déjà combien de temps? Il a loupé effectivement l'occasion en 2019. Il a été malheureux finaliste. Je crois que c'était lui qui était là en 2017. En 2017, il y était déjà. Il était déjà là. En 2017. Il est là depuis au moins 7 ans. Voilà, donc écoutez, coach, on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que l'une des missions premières, quand vous avez déjà quand même joué 2 CAN, ce qu'on attend de vous à la 3e, c'est que vous puissiez ramener la coupe à la maison. Si la coupe là n'arrive, voilà, quand la coupe là n'arrive pas, on va dire vous avez déjà fait 3 CAN. C'était bon. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que si ça passe pas, on finit avec le mondial. Je doute fort. Là où il y a déjà les Diouf derrière, parce qu'il faut bien le dire, Diouf, c'est un peu de la trempe de Samuel Eto'o. Hein. C'est-à-dire les garçons que vous voyez là, vous savez pas ce qu'ils sont en train de rechercher sur le continent africain. Il y a Diouf là-bas au Sénégal, il y a Eto'o au Cameroun, il y a Diouf en Côte d'Ivoire. Donc faites gaffe. Moi, je suis en train de vous dire que si Aliou ne prend pas cette affaire cette année ici au Cameroun, ça sera vraiment compliqué qu'on puisse le retrouver sur le banc de touche pour ce qui est du mondial. Encore qu'il faudra se qualifier pour le mondial. Vous savez que le Sénégal doit jouer avec l'Égypte pour la double confrontation au barrage. Ça sera très compliqué. Voilà. Voilà. Je peux imaginer la réponse des uns et des autres, mais je peux quand même poser cette question rituelle. Alors, si vous aviez à choisir entre le Sénégal et le Burkina pour la finale, qui choisirez-vous pour les Lions indomptables? Je peux imaginer vos réponses, mais je pose quand même cette question. Non, je commence par Yannick. Vous ne pouvez vraiment pas imaginer ma réponse. Hein. Ah bon? Sincèrement. Donc, allez se prendre alors. Parce que voici ma réponse. Oui. Je suis preneur de l'un ou de l'autre. Je suis preneur de l'un ou de l'autre, donc je n'ai pas de choix à faire à ce niveau. Que ce soit le Sénégal ou le Burkina Faso. C'est 2 nations que nous maîtrisons. 2 nations que nous avons souvent jouées, 2 nations que nous avons souvent gagnées. Donc, avoir une préférence, on a déjà eu à jouer le Burkina dans cette compétition, c'était en mode d'ouverture. On a le Sénégal qui est là, qui connaît de quoi nous sommes capables. Donc, du coup, moi, je pense que, peu importe, ça pourrait être le Sénégal, ça pourrait être le Burkina. De toute façon, si nous on est qualifiés, nous les joueurs. Je ne suis pas très surpris, n'est-ce pas, de votre réponse. Alors, Casimir. Non, moi je ne ferai pas comme Yannick, parce que si je ne peux pas répondre, non seulement les téléspectateurs vont me trouver de... Parce que si c'est complaisant? Non, ou bien que je n'ai pas d'argument, parce que on vous dit si vous avez à choisir, et vous dites que vous ne choisissez pas, ça veut dire que vous ne voulez pas jouer. Donc, j'ai perdu le match, je choisirais. Et avec argument. Moi, si j'avais à choisir, je choisirais le Sénégal compte tenu de ces moments difficiles qu'il est en train de traverser.
au lieu d'avoir encore en face une équipe qui aura de la rancœur pour avoir été battue, elle viendra beaucoup plus engagée, beaucoup plus déterminée par rapport à cette rancœur-là. Moi, c'est comme ça un entraîneur, stratégiquement, je vois dans cette période que tu es en baisse de régime, je te choisis. Je ne veux pas choisir quelqu'un qui est en train de monter en puissance comme le Burkina. Forcément, on doit choisir. Ici, la question est bien posée. Parce que si je ne choisis ni le Burkina, ni le Sénégal, ça veut dire que je ne jouerai donc pas. Moi, si j'étais à la place du Cameroun, il restait un adversaire à choisir parce qu'il va avancer. Comment Yannick peut avoir, il est en compétition. On lui dit, voici les deux adversaires. Choisis quand même celui que tu peux facilement battre. Tu dis que tu ne choisis personne. Il n'a pas dit le choisis pas. Il a dit choisir les deux. Non, tu ne peux pas choisir. Il n'a pas dit le choisis pas. Mais ça dit je prends le Burkina. Le modérateur a dit de choisir. Et si je dis que je ne choisis pas, même le modérateur, je ne l'ai pas respecté. Je dois choisir. Même le téléspectateur attend que je choisisse. Et je donne l'argument. Allez-y. J'ai d'abord tapé le Burkina. Voilà. Quand je vais le rencontrer, il aura des rancœurs. Il va se surpasser. Et le Burkina également est en train de monter en puissance. Je regarde le Sénégal est en baisse de régime. Qu'est-ce qui va me faire ne pas prendre le Sénégal? Il dit, ok, comme lui il est encore en train de se poser la question là, je choisis le Sénégal. Parce qu'il est mal en point. Je ne peux pas. Donc, ne serait-ce que pour le respect du modérateur et du téléspectateur, la question est bien posée, il faut que je choisisse. Je ne peux pas dire que je choisis les deux. Finalement, bon, est-ce que j'ai répondu à votre question? Maintenant, si vous posez alors la question de choisir, de dire, choisissez les deux. Bon, je vais aussi dire que non, je ne choisis pas les deux, je vais choisir un non. Non, voilà, donc, pour le respect des téléspectateurs, pour le respect des téléspectateurs et du modérateur, je me dois de choisir en argumentant. J'ai dit, le Sénégal est mal en point ces derniers temps. Le Sénégal est dans la spirale négative. Et le Burkina est dans la spirale positive. Ça, ce sont des arguments, non, qui projettent mon choix. Donc, moi, je vais choisir le Sénégal présentement parce qu'il est mal en point. Alors, Jean-Paul Akono, en tant qu'entraîneur de football confirmé, indéniable, est-ce qu'il y a un choix à faire entre le Sénégal et le Burkina? S'il y a un choix à faire. Je suis dans le conditionnel. Si. Oui, mais un conditionnel qui oblige les gens à choisir. En restant dans ce contexte, pour ta question, qui nous oblige à choisir, je d'accorise à 100% avec Casimir. Voilà. Donc, le Sénégal. Vous aurez tout compris. Frampec. Mais je peux bien comprendre qu'à cause du début de compétition difficile, qu'on soit en train de choisir la 11e nation, en fait qu'on soit en train de choisir de jouer contre la meilleure nation de football en Afrique, je trouve quand même que en réalité, je vous comprends, le Sénégal se porte mal. Mais pour quelqu'un qui veut gagner, accepter jouer contre Sadio Mané, et avoir peur de Bertrand Traoré. Sadio Mané, il n'a pas 4 jambes. Non, il n'a pas 4. Excusez-moi de vous le dire. Comment ça? Non, Emmanuel. Comment ça? Je vous suis. Ce qui va m'amuser entre les deux coachs, c'est qu'il y a de cela quelques jours, on parlait de l'Égypte et du Maroc. Tous m'ont dit qu'ils avaient peur de l'Égypte. Pourquoi? Ils m'ont parlé de Salah ici sur ce plateau. À un moment, pourtant, il n'était pas très bon à l'époque. Je suis d'accord, ne sais pas quand Mané va se réveiller. Mané exceptionnel. Où Mané, ils ont le jeu. Pourtant, ce Burkina, on l'a déjà battu. Moi, le Maroc m'avait déjà impressionné. Je n'ai jamais choisi l'Égypte devant. L'équipe qui m'a impressionné en début, c'était le Maroc. Bon, moi je continue. Je disais, Emmanuel, le Sénégal, quand il se porte mal, c'est qu'on fait un peu trop. Le Sénégal est quand même sorti premier. Le Burkina, je crois qu'ils sont passés, il a fallu prendre les calculatrices parce qu'ils ont eu le même nombre de points que le troisième. C'était les deux avec 4 points. Pour dire eux-mêmes, ils sont passés dans un trou de souris. Arrêtons de faire aussi trop de promotion aux étalons. Nous ne sommes pas en train de faire une si grande compétition. Ils ont gagné un seul match dans leur groupe, un seul match nul. Ils sont partis au second tour, en 8e de finale. Je crois qu'ils sont des 1-0 très poussifs. Qu'on va reconnaître, l'équipe gagne. Mais Franck, le dernier, sauf non, mais même avant le jeu n'était pas. Mais Franck, si c'est poussif et que vous gagnez, quel est l'objectif? Non, l'objectif c'est le suivant. Non, je vais vous dire. Qualifié pour la compétition. Si vous gagnez de façon poussive, on comprend que si l'équipe en face avait un niveau un peu
plus élevé, ça ne devait pas passer. Possible veut dire que l'écart entre votre adversaire et vous est quasiment au même niveau. C'est pour ça que c'est possible. Non, ça veut dire c'est facile qu'on a gagné difficilement. Péniblement. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, maintenant pour interpréter, ça veut dire, si par exemple, je prends un exemple, vous avez lors d'un match, il y a un si grand écart, ça veut dire que vous avez gagné facilement. Je veux dire normalement. Si vous gagnez de façon poussive, ça veut dire durant la rencontre, l'écart n'était pas si grand. Raison pour laquelle je dis, le Burkina Faso, depuis le début de la compétition, même son match, même le dernier match, excusez-moi de vous le dire, ce n'était pas un match superment abouti. Excusez-moi de le reconnaître, ce n'était pas abouti. Pour moi, d'après mon analyse... S'il te plaît, Franck, je ne suis pas Emmanuel Jonas Kana. Oui. En toute objectivité. Oui. Est-ce que entre le Sénégal et le Burkina, oui, on n'est pas impressionné par le rendement du Burkina par rapport au Sénégal? En toute honnêteté. Non, je vais vous répondre. Pourquoi pourtant, ce Sénégal, on a vu... Moi, poser la question. Je dis... Une minute, Sampek. Pourquoi on est impressionné? C'est pas parce que le Burkina joue mieux que le Sénégal. C'est parce que le Burkina fait ce qu'on n'attendait pas du Burkina. Et le Sénégal... Oui, c'est pas... Mais le Burkina n'a même pas sorti premier de son groupe. Je veux dire, on attendait un Sénégal nettement meilleur au regard de son... Vous avez suivi les prestations. Vous avez suivi les prestations du... Regardons les statistiques du Sénégal. Je crois que le Sénégal a pris son premier but face est une équipe qui a souvent joué les demi-finales. Oui. Voilà le coach agent pour qui a déjà joué une finale. Finale en 2013. Voilà, en 2013. Donc, le Burkina n'est pas quand même un non-name. Voilà, qui arrive à ce stade de la compétition. Mais une fois que moi je l'ai dit, s'il y avait à choisir, effectivement, je suis avec Franck là-dessus, que je ne peux pas aller choisir la bande à Mané devant le Burkina. Voilà. Je peux pas. Merci, messieurs. Je peux pas. Vous avez raison pour merci. La bande à Mané. L'émission est terminée. Messieurs, l'émission est terminée. Donc, on va poursuivre cette discussion, ce débat qui est assez intéressant. Mais j'allais pourtant vous dire une nouvelle. Allez-y. Oui, allez-y. On se finit par une nouvelle. C'est pour magnifier un geste que Sadio Mané a eu à poser à Bafoussam. Bafoussam, dans un hôpital. Le geste c'était quoi? Un adulte s'est fait détendre 2 ans, s'est fait accidenter par un motocycliste. Vraiment, il a eu des fractures à gauche et à droite, tout ça, ainsi de suite. On l'a amené à l'hôpital de Bafoussam, où Mané est venu aussi après son choc. Avec le gardien du Cap-Vert. Le Cap-Vert est venu pour faire le contrôle, tout ça, ainsi de suite. Pendant qu'il a fini son contrôle, il revient, il ressort, il trouve une famille très attristée, abandonnée, avec les mains sur les joues, des gens qui pleurent. Il s'arrête. Il leur pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pleurez? Vous avez perdu quelqu'un, machin. On lui raconte que non, ils ont leur enfant qui est hospitalisé là-bas dedans. Il a eu un accident moto hier et maintenant, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour qu'on puisse intervenir. On a demandé, je crois, 1 million pour qu'on puisse opérer, tout ça, ainsi de suite, mais ne dispose que de 700 000. Sadio Mané a été vraiment touché. Il est parti dans la voiture. Il est parti, il en est revenu avec 400 000 francs. 400 000 francs. Il a remis, n'est-ce pas, à la famille. Alors, je le dis parce que vraiment c'est un jour de cœur et il m'a rappelé vraiment le corps de Samuel Eto'o. Voilà, je crois que la nouvelle... Non, c'est fini là. Alors, je dis que... Non, c'est déjà fini. Alors, je dis que c'est fini. Et puis, la question que j'ai posée tout à l'heure, Samuel Eto'o avait déjà répondu à cette question. Est-ce qu'il fallait choisir un adversaire à la finale? Samuel Eto'o a dit au Lion, il vous reste 2 marches. Et à la première marche, jeudi,
et la deuxième match le 6 février. Donc il a tout dit et tout répondu. Merci d'avoir suivi. À demain, 10h.